Bonjour à tous et nous allons démarrer. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle conférence menée par le mouvement UP et le groupe UP pour cette thématique-là. Le mouvement UP, je m'appelle Macha Bino, déjà je me présente, je suis la rédactrice en chef des médias du mouvement UP. Le mouvement UP, c'est un média papier, un média digital, aussi des conférences et des webinars maintenant parce que l'on s'adapte, une radio et des podcasts avec un seul et unique engagement, l'information de solution. On est là pour vous montrer que oui, tous les jours, il y a des gens qui se lèvent, on appelle ça des acteurs du changement et qui, à leur manière, ont décidé de changer le monde. Nous, on a décidé de braquer les projecteurs sur eux parce que tous les jours, il y a effectivement des problématiques, mais aussi tous les jours des héros qui, au quotidien, ont décidé de mieux vivre ensemble et avec la planète. Aujourd'hui, on traite d'un sujet, soutenir l'économie locale et durable au sein des territoires. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Musson, économiste de son État, Laurence Rex, directrice de la communication de Up France, et enfin Hervé Bollard, qui travaille pour Auxilia. Avant ça, avant de vous présenter, je vais vous proposer de vous poser le thème de ce soir, et je vais donc vous rappeler qu'on va travailler, on va réfléchir, on va pas travailler, mais on va réfléchir sur comment soutenir l'économie locale et durable au cœur des territoires. À l'époque, l'exode rural est dû à l'industrialisation au 19e siècle qui est venue bouleverser l'économie locale et les commerces de proximité. La montée des centres commerciaux et l'exposition des métropoles a créé une fracture territoriale importante. Les conséquences économiques et sociales sur les centres-villes, les petites et moyennes agglomérations sont dramatiques. Un chiffre, en 2012, 7% des commerces étaient vacants dans les centres-villes. En 2017, ils sont 11% des boutiques qui sont vides. Plus d'un magasin sur 10 a mis la clé sous la porte. 4 ans après, la crise du Covid-19 passant par là, le besoin de proximité des commerces en centre-ville se fait ressentir plus que tout. C'est un vrai changement de dynamique. Selon Damien Deville, qui est anthropologue de la nature et géographe, la philosophie du tout urbain, le capitalisme pensé seulement à travers les nouvelles technologies, a participé au développement des mégalopoles qui concentrent l'emploi et les services. Ce modèle a atteint ses limites au regard de la crise du coronavirus. Nous avons bien vu à quel point la densité de la population a contribué à la propagation du virus. Nombreux sont ceux qui envisagent un retour à la campagne et souhaitent privilégier une qualité de vie plus douce, plus accessible, avec l'idée de recréer une dynamique d'économie locale. Alors comment retrouver de la richesse et une attractivité au cœur de ces centres-villes abandonnés? Quelles synergies économiques et politiques peuvent être mises en place pour faire des petites agglomérations des territoires d'avenir durable? Ceci est un vaste sujet. On va essayer de le traiter dans à peu près 1 heure, sur lequel nous avons identifié des enjeux, mais aussi des solutions pour soutenir collectivement l'activité des commerces de proximité, notamment lors de cette nouvelle conférence actuelle, organisée en partenariat avec le groupe UP. Et c'est pour ça que je vais commencer avec vous, Laurence Rex. Bonsoir. Bonsoir Macha. Vous êtes mon invitée au pied levé pour cette conférence. Je vais vous laisser vous présenter et présenter le groupe UP. Merci, bonsoir à tous. Merci Macha pour cette introduction. Donc effectivement, je m'appelle Laurence et je remplace au pied levé François Barbet, que nous embrassons très très fort parce que lui-même est au chevet de son fils et on a une pensée vraiment pour eux deux. Voilà, avec plein de petits câlins, les choses devraient rentrer dans l'ordre rapidement. C'est ça d'avoir des petits. Donc effectivement, je suis là pour vous pour vous présenter le groupe UP, pour vous dire que le groupe UP, c'est une société dont la maison mère est une coopérative avec des valeurs fortes. Nous sommes présents dans 30 pays et 4 continents aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait chez UP? On conçoit des systèmes de paiement et aussi des solutions de gestion. Et ces solutions, elles améliorent la qualité de vie des salariés et des citoyens. Et elles contribuent aussi, en tous les cas, ça fait partie vraiment de nos engagements à la vitalité des territoires, justement, où elles sont consommées. Est-ce que vous auriez des exemples, Laurence, qui pourraient nous expliquer, nous illustrer? Vous éclairer.
Alors, de quoi s'agit-il? Alors moi, je me dis, tous ceux qui sont salariés, qui ont en plus de cela, la chance d'avoir ce qu'on appelait un comité d'entreprise, un CSE, un comité social, d'entreprise, eh bien, connaissent, les solutions comme, le Up Déjeuner, la carte Up Déjeuner ou les chèques déjeuner qui permettent de prendre un repas chaud dans un endroit chaud depuis l'origine de notre entreprise, c'est-à-dire 1964. Et puis, vous connaissez peut-être les chèques, Cadoc qui permettent, de profiter d'un petit cadeau proposé par votre entreprise, votre CSE souvent. Et c'est un lieu, ce sont des solutions de paiement qui sont affectées à des usages, et notamment, le cadoc au cadeau, le déjeuner pour aller au restaurant et le chèque-lire, par exemple, pour, vous inciter, vous salariés, par exemple, à la culture. Mais on ne s'arrête pas au monde de l'entreprise. On va jusque sur les territoires et on a accompagné très récemment, dans le cadre du Covid, que vous avez évoqué, l'aide d'État. L'aide d'État aux populations les plus fragilisées au travers d'une solution qui s'appelle le chèque de service, qui est une monnaie affectée la plus particulièrement au soutien de populations fragilisées et qui permettent d'acheter de l'alimentation, en particulier des produits d'hygiène. Ce type de solution comme le chèque de service sont proposés là dans le cas présent par l'État, mais aussi par les collectivités à des familles, par exemple, qui n'ont plus les moyens de payer la cantine. Ça a été le cas de toutes ces familles fragilisées qui ne pouvaient pas, qui n'avaient plus l'école, qui n'avaient plus la cantine. Donc voilà, là, ce sont les territoires, ce sont les collectivités locales, les mairies qui prennent le relais de l'État et qui aussi, pour engager leurs citoyens à lire, à se rendre dans les librairies de proximité, à accéder à la culture sous son angle un peu plus large, c'est-à-dire aller au cinéma, aller se rendre au théâtre, eh bien, peuvent aussi distribuer des solutions culturelles. Donc voilà nos activités. Je ne vais pas les décrire, mais voilà, pour la grande partie, nos activités portées soit par les entreprises et leur CSE, soit par les collectivités territoriales. Et là, on est vraiment dans des dispositifs de monnaie affectés à un usage, à une destination particulière et qui peut être complètement défini sur un territoire. Merci Voilà pour nous. beaucoup, Laurence, pour cette description. Effectivement, le mot d'ordre de ce soir, ce sera le territoire. Anne Musson, bonsoir. Vous êtes économiste. Vous êtes spécialiste des questions de développement durable local. Je vais vous laisser vous présenter et expliquer effectivement quel est votre engagement, notamment au regard des territoires. Je vais vous laisser brancher votre micro, Anne. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Macha, merci beaucoup pour ce mot d'introduction. Donc oui, effectivement, donc je suis économiste, je suis enseignante-chercheuse et j'enseigne dans une école de commerce qui s'appelle l'ESCA. Et donc mes thématiques de recherche englobent effectivement les thématiques du développement durable au niveau d'un territoire. Alors j'avais fait ma thèse sur la thématique de l'attractivité justement des territoires et le lien qu'on pouvait faire avec le développement durable. Et donc, ça m'a amené à travailler un petit peu sur les acteurs du territoire, qui doit insuffler cette dynamique, dans quelle mesure. Et notamment, je m'intéressais beaucoup à la partie entreprise. Et ce qui m'a amené à travailler plus tard, après ma thèse, à approfondir ça, en essayant de réfléchir à ce qu'on a des entreprises qui vont donner plus de sens au territoire, qui vont pouvoir insuffler davantage de dynamique par rapport à d'autres. Et donc, je me suis intéressée aux coopératives. Donc voilà, Comme justement, l'est il le y a groupe UP. voilà, exactement. Et est-ce que ces coopératives, elles vont être plus résilientes? Est-ce qu'elles vont à donner plus au territoire? Est-ce qu'elles vont être davantage implantées? Et, et donc, du coup, c'est plutôt le cas. Par exemple, je m'étais intéressée pendant plus d'un an aux coopératives d'artisans. Et c'est intéressant parce on peut voir qu'elles permettent, ces coopératives d'artisans, de maintenir tous les petits artisans qui sont sur le territoire, notamment rural, pour faire face à des plus grosses entreprises, par exemple la paire, etc. Donc voilà, donc ça c'est tout un volet. Et puis j'ai un autre volet de travaux qui s'intéresse à comment on mesure la richesse d'un territoire. Et
qu'on s'arrête pas à l'État, qu'on s'intéresse à une ville, où on parlera tout à l'heure de ce qu'est un territoire, mais comment on mesure ça, au-delà de l'aspect productif qu'on sait bien mesurer, mais le reste, on ne sait pas bien le faire. Et donc, ça m'a amené à travailler spécifiquement parce que voilà, j'ai pu découvrir que la grande richesse d'un territoire, c'était notamment son capital social, c'est-à-dire comment les gens font des choses ensemble, en fait, sur un territoire. Et ça ramène à une thématique qui est assez nouvelle en économie, qui se développe actuellement, qui est l'économie de la confiance. Et comment on mesure ça, et le niveau de confiance entre des individus, quel type de confiance semble important. Est-ce que vous pourriez, Anne, nous définir un peu ce que c'est que l'économie de la confiance? Moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est tout simplement voir ce qu'est la confiance et puis quels impacts ça va avoir sur la vie en société et puis l'impact économique que ça va avoir, le fait que, par exemple, que les individus se fassent confiance entre eux déjà. Si j'ai plus ou moins confiance dans mon voisin, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai confiance dans mon gouvernement, qu'est-ce que ça apporte de plus en économie? Je peux vous donner un exemple très, très, très concret, très facile. Par exemple, le fait que les gens aient confiance dans la monnaie. Voilà, j'ai confiance dans mon billet de 20 euros, je me dis que je peux acheter des choses avec et que demain, j'aurai la même chose avec mes 20 euros dans un mois, dans un an aussi. Si j'ai beaucoup d'inflation, par exemple, je me dis avec ce que je peux acheter aujourd'hui avec 20 euros, je ne pourrais pas du tout acheter la même chose demain. On a dans des pays, ce sont des choses qui se sont passées où ce qu'on pouvait acheter le matin, on ne pouvait pas acheter la même chose avec son billet le soir. Donc, ça implique des choses énormes qui sont, par exemple, on demande à être payé à la journée, etc. Donc voilà, ça regroupe un peu tout ça, l'économie de la confiance. Merci beaucoup, Anne. Et vous comprendrez la complémentarité de nos intervenants ce soir avec la présentation de Hervé, qui a notamment mené une enquête pour Auxilia, qui est convaincu que d'avoir une approche globale et prospective et participative pour offrir aux élus les clés du développement économique durable et inclusif. Bonsoir Hervé. Bonsoir, merci. Quelle introduction. Alors, je reviendrai plus tard sur les résultats de cette enquête. Je vais d'abord présenter un peu Auxilia et ce que nous menons et qui nous sommes. Alors déjà, nous sommes une association, donc nous sommes de l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes un cabinet de conseil en transition socio-écologique et nous accompagnons tous les territoires, et notamment les territoires peu denses, dans leur transition vers un développement qui soit à la fois soutenable, résilient, mais aussi désirable. Et ça, à travers plusieurs expertises, des expertises autour de la mobilité, de l'agriculture, de l'alimentation, de l'énergie, du climat, des stratégies numériques, de biodiversité, mais également du développement économique, qui est assez transverse d'ailleurs à toutes ces thématiques. On existe depuis 18 ans, on est 40 collaborateurs aujourd'hui, on est répartis entre Paris, Nantes, Lyon, Lille et Bordeaux. On a fait, il y a 8 ans à peu près, une transformation de notre structure, puisqu'on était avant un bureau d'études et on a décidé de passer à un cabinet de conseil pour faire de la stratégie et convaincre, accompagner au changement les élus et convaincre de la nécessité de changer de modèle. Aujourd'hui, on est en train de faire encore peut-être un petit virage. On a l'impression et on ressent sur les territoires que les élus sont de plus en plus convaincus de l'urgence écologique, mais ne savent pas tellement comment s'y prendre. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de passer un peu de la sensibilisation à l'ingénierie de projet opérationnel pour montrer que c'est possible. Donc, comment fait-on pour investir dans des énergies renouvelables? Comment fait-on pour développer la sobriété énergétique dans les villes? Comment pouvons-nous construire à l'échelle des territoires des systèmes économiques durables? Donc là, ça veut dire qu'on fait des stratégies d'économie circulaire, on travaille sur des démarches d'écologie industrielle, on développe des ressourceries, on travaille sur des monnaies locales, donc un peu comme le chèque de service. Donc on transforme les modèles, mais on s'appuie aussi sur des modèles existants qu'on essaye de faire muter, comme les filières agricoles, pour avoir une alimentation plus saine. Et on travaille, et ça c'est aussi important par rapport au sujet qu'on va traiter aujourd'hui, on essaye, quand on accompagne sur les stratégies de développement économique des territoires, de ne pas les mettre de pas les faire travailler sur des avantages comparatifs,
mais plutôt sur ce qui fait la différence, ce qui fait la singularité des territoires, pour essayer de capitaliser là-dessus et en mettant en place toutes les conditions d'innovation et d'émergence d'activités locales. On pense pouvoir faire émerger sur tous les territoires des solutions. Selon nous, il n'y a pas de territoire sans potentiel, il n'y a que des territoires démobilisés. Alors, j'ai piqué un peu la phrase à Frédéric Gély, vous m'excuserez. Donc, voilà, nous, voilà, on est vraiment un cabinet qui coproduisons, donc on fait une innovation publique, locale. Donc, je vous l'ai dit, singulière, c'est-à-dire qu'elle doit être adaptée à l'ensemble des besoins des usagers du territoire. Elle est inclusive car on implique ces usagers non seulement dans la conception, mais dans la mise en œuvre et dans la garantie qu'ils soient bénéficiaires de cette innovation. Ouverte, c'est-à-dire qu'on doit rester ouvert à toutes les mutations, les innovations émergentes un peu partout, notamment sur la question de l'écologie. Agile, parce qu'on doit pouvoir permettre de faire évoluer les propositions de valeur en fonction des mutations. Intense, parce qu'on veut maximiser l'utilisation ou minimiser l'utilisation des ressources publiques, qu'elles soient financières, matérielles ou maximiser plutôt leur utilisation. On la souhaite aussi, et on travaille beaucoup là-dessus, sur fertile. Et vous l'avez vu, on traite de beaucoup de disciplines, donc on essaie de fertiliser et hybrider les disciplines et les thématiques pour trouver des solutions nouvelles. Et pour ça, on a aussi un système assez innovant, puisqu'on a mis en place un laboratoire du changement, qui est un laboratoire interne, qui permet à tous les collaborateurs régulièrement de se rencontrer autour de certains enjeux pour croiser justement nos expertises, pour incuber un peu des innovations territoriales et apporter des réponses un peu innovantes aux collectivités et aux territoires. Merci pour cette présentation, Hervé. Vous avez tous les trois un mot commun qui est la notion de territoire. Alors, je vais vous le demander simplement. Pour vous, c'est quoi un territoire? Est-ce qu'il y a une échelle requise? Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières? Et est-ce que d'ailleurs les territoires de chacun sont identiques? C'est-à-dire que est-ce que pour le groupe Up, quand on pense outil de territoire, ou pour vous Hervé ou pour vous Anne, sur lequel il y a plus un objet d'étude pour le coup, est-ce que vous avez, je vais peut-être commencer par vous Anne et Hervé, une définition, pas nécessairement ni universitaire, voilà, mais une définition compréhensive de qu'est-ce qu'un territoire? Anne, je vous laisse commencer. D'accord. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas répondre vraiment très directement. Parce que vous posez là une question de recherche qui est importante. Qu'est-ce qu'un territoire? Et puis, je vais avoir, je suis sûre, des tonnes de géographes qui vont me tomber dessus. Okay. Donc, je ne veux pas que vous ayez de problème, mais voilà, juste pour qu'on sache à peu près de quoi on parle ce soir, en tout cas. Exactement. Et moi, je pense que voilà, ça peut être, ça dépend de quoi on parle, ça dépend de quelle thématique on veut parler, parce que la France peut être un territoire sur certaines thématiques et ça n'a pas de sens sur d'autres. Moi, je dirais que c'est un lieu où les acteurs se rencontrent et où ils peuvent faire des choses ensemble et où il y a des dynamiques qui se créent en fait dans ce territoire-là. Et puis d'autres dynamiques sur un territoire un peu plus grand. En tout cas, il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que souvent les territoires en fait fonctionnels, je dirais fonctionnels, là où on a cette rencontre d'acteurs, ne correspondent pas aux territoires administratifs. Et ça, c'est compliqué souvent. Quand on veut mettre en place des politiques, souvent une politique, si on veut réunir des acteurs, pour que ça marche, il faut qu'on réunisse des acteurs, et ça ne correspond pas forcément à ce qu'on peut mettre en place à l'échelle d'une ville, d'un département, en fait. Voilà. Je vais laisser Hervé compléter. Oui, est-ce que Hervé peut compléter? Oui, non, mais le territoire, c'est un territoire de vie, de travail. En fait, il est variable. C'est l'échelle de la ville, c'est l'échelle du centre-ville, c'est l'échelle de l'EPCI, l'établissement public de coopération intercommunale. C'est parfois le pays, c'est parfois des pactes qui sont à des ailes plus générales. Il y a aussi une histoire. Les pays ne sont pas toujours connectés à exactement l'histoire. Il n'y a pas de département, par exemple, des Cévennes, mais c'est pourtant un territoire qui existe. Donc, pour faire plus simple, parce qu'évidemment, il y a, selon les thématiques, des différentes échelles territoriales, et c'est un territoire qui se vit. Donc, il faut voir où les gens travaillent,
Nous, c'est vraiment ce qu'on fait quand on arrive sur un territoire pour travailler sur un projet de territoire. On essaie de comprendre où les gens travaillent, où les gens se logent, où les gens vont se divertir, où les gens vont se soigner, où les gens vont travailler, etc. Et comme ça, on fait une carte de relations. Et les territoires, ça ne doit pas être des forteresses isolées les unes des autres. C'est bien en maillant et en créant des articulations, notamment, par exemple, entre les métropoles qui aujourd'hui captent une grande partie de la valeur et des territoires de son hinterland, qu'on peut imaginer un avenir à ces territoires qui sont pourtant des territoires désirables, si on écoute et si on analyse les enquêtes des Français. Et voilà, donc il n'y a pas un territoire, mais des territoires de vie, ça dépend de là où on se positionne. Laurence, j'imagine que vous, quand vous designez et vous proposez des solutions de paiement, vous êtes là dans cette réflexion de territoire humaine, en fait, où vous venez répondre à un besoin de relation et à un besoin d'entreprise ou à un besoin de collectivité territoriale dans cette solution de paiement. Exactement, nous, nos territoires à nous sont nos terrains de jeu, sont d'abord nos terrains de rencontre, effectivement, avec soit des salariés, soit des citoyens qui ont ou un besoin ou le besoin d'être sensibilisés aussi à quelque chose qui va contribuer à peut-être une ouverture ou en tous les cas peut-être justement quand c'est un accès, quand c'est une collectivité qui soutient l'accès à la culture, c'est un territoire qui s'agrandit peut-être pour donner envie de sortir du territoire terrestre et peut-être d'emmener ses concitoyens dans d'autres dimensions. Mais effectivement, ce sont des bassins de vie. Je crois que ça a été largement développé. En tous les cas, là où nous sommes, ce sont nos territoires et quand il s'agit d'une petite agglo ou quand il s'agit d'un pays, voilà, notre objectif à nous, c'est de rendre service et de faire en sorte surtout que sur ce territoire-là, des mondes puissent se rencontrer et se retrouver. Et pas strictement autour de la consommation, bien que des titres de paiement, ça facilite ça. Mais voilà, on est vraiment dans cette ouverture vers des opportunités aussi de rencontres et de découvertes. Merci, Laurence. Une fois qu'on a défini ces territoires, je le précisais en entrée de conférence, effectivement, il y a eu une réelle désertification. Les derniers résultats que j'ai donnés datent de 2012. Est-ce que là, vous auriez les mêmes observations? Où en sommes-nous précisément? Peut-être Anne et Hervé, vous pourrez me répondre là-dessus. Où en sommes-nous actuellement sur cette question de territoire avec des grands mots, en tout cas dans les médias, qui sont la désertification des territoires? Est-ce que avant le Covid, pour le coup, avant le confinement, on était sur un constat qui était aussi dramatique, et post-confinement, est-ce qu'il y a eu peut-être un retour à une volonté de revenir sur des territoires, ou en tout cas plus en campagne, plus proche de la nature? Anne, peut-être. Allez, j'y vais. Alors, je dirais, je serais évidemment nuancée sur le fait qu'il n'y a pas un basculement énorme qui se fait avec le Covid, mais il y avait quand même une tendance à la désertification qui s'est quand même stoppée. J'ai une étudiante qui soutient son mémoire de master mercredi, je ne sais pas si elle nous écoute, et sur justement l'exode rural des jeunes. Et donc, c'est un tout petit mouvement, on ne peut pas dire que c'est un phénomène, mais c'est quelque chose qui est assez nouveau, en fait, qui est un peu à contre-courant d'une jeunesse qui souhaite s'installer en milieu rural, et elle travaille avec le département du Lot, qui a un peu compris ça, qui essaye de réfléchir sur son attractivité. Et je crois que les départements ruraux, ils se saisissent de ça. Justement, comme disait Hervé, en fait, de se saisir de sa singularité. Et le but, quand on est à un département, une ville rurale, c'est pas de devenir la grande ville, et peut-être c'est de comprendre que qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a, qui sont aujourd'hui quelque chose qu'on peut vendre, entre guillemets, en tout cas qui va intéresser un certain type de population. Néanmoins, avec toutes les limites qu'il y a en fait actuellement en termes de transport et d'emploi, en fait, tout simplement, hein, et qui fait que tout ça reste quand même un problème. Et ce qu'on observe vraiment, finalement, aujourd'hui, c'est simplement que le périurbain
augmente et prend du terrain sur le milieu rural. Voilà, par exemple, c'est vraiment ce qui se passe à Nantes, avec une population finalement très urbaine qui va s'installer dans un milieu qui est aujourd'hui encore à peu près rural, mais finalement, est-ce que c'est l'appropriation d'une attractivité rurale ou est-ce que c'est vraiment l'extension de la ville? Je pense qu'aujourd'hui, on en est plutôt à l'extension de la ville, mais il n'empêche que on peut capitaliser là-dessus pour avoir des petits pôles d'économie qui vont être plus locaux. C'est possible, ça. Hervé, je vous laisse peut-être compléter. Oui, je complèterai en disant, alors c'est toujours la même chose. En fait, on parle de métropolisation ou d'hypermétropolisation qui semble être une réalité, c'est-à-dire qui est une réalité, c'est-à-dire que les emplois se concentrent et les emplois à haute valeur ajoutée continuent de se concentrer dans les métropoles. On le voit, toutes les études le démontrent. Néanmoins, toutes les métropoles ne bénéficient pas de cette croissance. Et inversement, tous les territoires des petites villes et des villes moyennes ne sont pas en déshérence. Il y a beaucoup de territoires avec de villes moyennes qui ont une histoire industrielle, qui ont des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche qui arrivent à créer des effets un peu cluster et à maintenir une forme de dynamique. Et puis parallèlement, il y a d'autres territoires qui ont, notamment le long du littoral, qui ont une forte attractivité résidentielle et qui arrivent à continuer à se développer grâce à une économie présentielle. Bon, alors on a grosso modo des grandes métropoles qui, pour la plupart, s'en sortent, des territoires industriels sous forme de clusters qui aussi arrivent à avoir une certaine dynamique, notamment de production, et des territoires d'économie présentielle liés à la présence des individus, notamment des touristes. Et après, il y a d'autres territoires. Et il y a d'autres territoires, là, il ne faut pas évidemment se voiler la face. Il y a deux grands phénomènes qu'on constate sur ces territoires. C'est évidemment l'extension de la ville, même dans les villes moyennes et les petites villes, avec une artificialisation galopante qui n'a pas de lien réel avec la croissance démographique ou la croissance du nombre d'entreprises, malheureusement. Je vais vous laisser définir ce que c'est que l'artificialisation des sols. C'est la bétonisation de surfaces agricoles ou naturelles, à la fois pour accueillir des zones d'activité économique, des zones commerciales, des zones pavillonnaires et des zones d'équipement public. Donc tout ça, il y a une extension de la ville. Même les petites villes, les villes moyennes, on voit les centres commerciaux continuent de se développer un peu partout. Et non seulement les centres commerciaux vont dans les zones d'activité ou les zones commerciales, mais aujourd'hui des équipements publics, des entreprises, des services comme les cinémas, les bowling, etc. Et tout ça assèche progressivement le centre-ville de ces petites villes et les villes moyennes et entraîne une déliquescence des liens sociaux entre les individus. Là-dessus, l'État l'a compris en grande partie, puisqu'il y a, vous le connaissez tous, le dispositif d'Action Cœur de Ville qui est mis en place avec 5 milliards d'euros pour pouvoir aider à la redynamisation des centres-villes. Mais je pense qu'on reviendra sur ce sujet plus particulièrement. Tout à fait. En tout cas, voilà, il y a aussi des territoires, et nous, on accompagne certains qui arrivent à se réinventer, à réinventer aussi un développement qui leur soit propre et singulier, à condition, et comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois de remobiliser toutes les forces vives du territoire autour peut-être d'une mise en récit ou d'un projet commun qui fait sens. Et c'est un peu l'ensemble de la philosophie qu'on porte chez Auxilia dans le cadre de nos missions. Et pour conclure, pour être encore dans ce constat-là, Anne, vous me parlez l'autre jour au cours de notre échange, et pour faire le lien avec la problématique d'artificialisation des sols, vous me parlez d'une réflexion que vous meniez, vous, sur un plan alimentaire, parce que j'imagine que l'artificialisation ne fait que reculer en fait les zones agricoles qui peuvent alimenter les villes. Et il me semble, Anne, que vous avez réfléchi, en tout cas, vous étiez en étude là-dessus, sur les plans alimentaires et aussi sur la ville résiliente, et je voudrais que vous en touchiez un mot. Oui, alors oui, justement, ça c'est intéressant, ça rebondit bien par rapport à ce que dit Hervé, donc les plans alimentaires territoriaux qui juste sont, par exemple à la ville d'Angers, en fait, c'est là où j'ai été impliquée, enfin surtout un collègue à moi qui a été impliqué, ils sont vraiment en réflexion pour mener ça, et puis dans différentes villes, dans des grandes villes, beaucoup, hein,
Et donc, l'idée, c'est de réfléchir justement, et puis ça prend un coup de boost avec le Covid. Alors, comment on se nourrit dans la ville? Parce que voilà, on n'a pas nos maraîchers à proximité, etc. Et ça veut dire quoi en termes d'indépendance? Ça veut dire quoi sur ce qu'on mange? Et je crois que ça, c'est des vraies réflexions qui sont menées et qui sont vraiment sur l'économie locale. Donc là, en fait, il y a des vrais défis qui sont, alors ok, donc il y a l'artificialisation. Donc comment on fait pour pouvoir à la fois permettre aux gens d'habiter ici, sans en fait compromettre le fait qu'on veut aussi consacrer une partie de la surface à l'alimentation. Et ben ça justement, ça c'est très politique. Comment on décide? Et c'est vraiment politique dans le sens aussi où c'est pas simple de faire des choix, parce que au début on parlait des centres-villes, donc avec cet aspect du prix du foncier, du prix du logement. C'est important parce qu'il faut regarder maintenant. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat là qui parlait, et les grandes villes, ce ne sont pas des territoires. Si, justement, ce sont des territoires avec des problèmes qui leur sont propres. Et ce n'est pas la désertification du centre-ville de Nantes ou Lyon qui va poser un problème, mais qui reste dans le centre-ville. Ça, c'est aussi un problème. Et alors, comment on fait pour après quand même permettre à des personnes de se loger en périphérie, sans que, si on empêche une trop grande artificialisation pour laisser la place à des terrains qui vont servir à l'agriculture, au maraîchage, du coup, ça va aussi avoir un impact sur les prix. Et donc, tout ça, il y a des implications très politiques qui demandent une intervention là. Pour que tout ça, ça puisse marcher, cohabiter, parce qu'on ne peut pas non plus, ça semble aujourd'hui, je pense que ça semble un peu un non-sens d'avoir seulement une région en France qui va être spécialisée pour alimenter le reste de la France. Ça ne paraît pas vraiment l'idée. Donc ça, c'est des vraies réflexions à mener sur chaque territoire qui ont toutes leur singularité. Ouais. Et alors, la résilience, oui, tout à fait. Vous me parliez de la question de la ville résiliente. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Alors, la ville résiliente, donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion de résilience, mais à la base, donc vous prenez l'image d'un élastique. Un élastique, c'est ce qui est le plus résilient, parce que si on le tend comme ça, il revient à son état initial. La résilience, c'est savoir revenir à son état initial après un choc. Et donc, ça a été fortement analysé en psychologie. Et puis, c'est utilisé maintenant sur les territoires. Donc, c'est-à-dire que comment mon territoire, mon bassin de vie, s'il subit un choc qui peut être économique, qui peut être un choc sanitaire, qui peut être environnemental, de toutes sortes, comment mon territoire continue à fournir les services nécessaires à la population. Donc, on est totalement dans la problématique. Donc, comment on fait? Là, par exemple, à confinement, etc. Donc, on doit tous rester chez nous. Comment, sur mon territoire, je peux avoir accès à mes services vitaux? Là, ça pose des problèmes. Après, en France, ça n'a pas vraiment été un énorme problème, parce qu'on a vu que au niveau agroalimentaire, de manière générale, il y a eu au début une pénurie qui était plus liée au fait que les gens faisaient beaucoup de stocks et avaient peur, etc. Mais finalement, on n'a pas vraiment été en manque de produits de première nécessité, mais peut-être qu'on n'a pas consommé de la même manière. Et ça pose des vraies questions. Comment j'ai envie de consommer, à quoi ça correspond consommer local. Voilà. Et je pense que oui, là ça a amené des questions, et puis en termes de transport, etc. Et tout ça, c'est à réfléchir. C'est à la ville résiliente, c'est ça aussi. C'est comment l'organisation de l'espace, elle se met au service de tous les individus. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on aborde ici. Ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est c'est quoi l'attractivité d'un centre-ville, comment ça marche, et comment on fait pour que nos producteurs locaux rencontrent nos consommateurs locaux, parce qu'elle est là la question. Et je pense que c'est vraiment l'organisation de l'espace, que ce soit urbain ou rural, pour que les gens se rencontrent. J'ai vu, on voit passer des articles, je ne sais pas si vous avez vu, donc pendant le confinement, c'était il y a eu une tendance comme ça, les circuits courts, etc. Ça a été, tout le monde en a parlé, et puis il y a eu un espèce de changement de consommation, ça a beaucoup intéressé les gens. Et là, les articles qui passent sont tous dans le même sens, le soufflet est retombé. Et les maraîchers sont un peu dépités, parce que en fait ils ont prévu de produire plus, et puis en fait ils ne vendent pas. Et donc se réfléchit pourquoi est-ce que les gens zappent. Alors c'est possible, peut-être qu'après, mais je suis assez persuadée, si on regarde, c'est juste
leur organisation de vie qui est plus la même et qui fait qu'ils ont plus cette opportunité d'aller consommer local. Donc, comment on crée cette opportunité? En organisant l'espace. Voilà. Alors, ça peut être avec les transports en commun, ça peut être avec plus de télétravail. Enfin, il y a beaucoup de choses à penser par rapport à ça. En tout cas, la résilience, ça se crée sur comment on va faire, comment ensemble, on va pouvoir faire face au choc et pouvoir subvenir à nos besoins, nos envies. Merci Anne. Et Laurent, je vais vous poser la question. Suite au confinement, j'imagine que vous aussi, vous avez observé au travers du groupe UP des changements, des modifications. Est-ce qu'il y aurait des grands traits que vous avez tirés ou des conclusions notamment sur ce besoin de proximité entre les gens et de recréer du lien? Ça reste quand même un des grands facteurs de ce sortie de confinement. Est-ce que vous, notamment, vous avez pu sentir ça et donc peut-être essayer de réfléchir à d'autres outils autour de cette volonté de recréer du lien humain? Oui, alors il y a effectivement plusieurs sujets là qui sont abordés. Il y a cette question de comment est-ce que je vis mon territoire. Nous, ce qu'on a pu observer tout de même pendant le confinement il y a encore des suites de ces comportements, c'est effectivement le choix d'aller vers des commerces de proximité. Les marchés étaient fermés, donc plutôt que de faire la queue dans une grande surface, a priori quand même avec son titre Up Déjeuner, on avait plus envie d'aller dans un commerce de bouche, commerce alimentaire qui prenait plutôt l'approvisionnement local, ça évitait de longues files d'attente et ça permettait aussi, enfin dans la mesure où on a une espèce de porte-monnaie, j'allais dire, déjà affecté à des achats alimentaires comme le titre restaurant, c'est un moyen ça a certainement fléché une partie de la consommation. Anne évoquait le fait qu'après le déconfinement, la consommation était peut-être moins tournée vers ces commerces d'approvisionnement local. Moi, je pense qu'il faut avoir en tête que les restaurants auraient ouvert. Donc, vous parliez de socialisation. Le restaurant, c'est un lieu de socialisation. Vous savez qu'à la sortie du confinement et pour soutenir justement la relance des restaurateurs, le gouvernement a souhaité que le plafond du titre restaurant passe de 19 € à 38 € et qu'on puisse aller au restaurant avec son titre, qui est un titre destiné à des salariés, plutôt pour soutenir la pause déjeuner quand on travaille, et bien qu'on puisse aller au restaurant avec, y compris le week-end, enfin voilà, qu'on puisse y aller le week-end. Donc, c'est un vrai lieu de socialisation, le restaurant, que ce soit lorsqu'on travaille ou quand on est entre amis ou en famille. Donc, très probablement, il y a un transfert aussi de cette consommation par des salariés qui retournent dans ces restaurants. Et puis, juste, il y a un moyen aussi de soutenir les territoires, même quand on est restaurateur. Et nous, on réfléchit à un dispositif, enfin, on réfléchit. On a un partenariat avec Bleu Blanc Cœur. Je pense que ça parlera. Vous lancer là-dessus. On a un partenariat avec Bleu Blanc Cœur et ce partenariat, il nous invite à faire connaître le dispositif Bleu Blanc Cœur et à l'apporter en proximité justement des restaurants, des restaurateurs et aussi de le faire connaître plus largement à nos publics et notamment les salariés qui bénéficient de nos solutions. Donc, voilà, il y a d'autres signes et d'autres comportements qui peuvent être observés et qu'on continuera d'encourager. Et je vais vous laisser me présenter ce que c'est que Bleu Blanc Cœur, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous pourriez expliquer en fait quel est le partenariat que vous avez nourri et quelle est la démarche de Bleu Blanc Cœur? Alors Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche qui est portée par cette association reconnue d'utilité publique et qui incite les éleveurs à mettre en place une alimentation vertueuse pour leurs animaux dans un premier temps. Et toute la démarche, elle profite à la fois
à nous qui allons être consommateurs et qui allons consommer dans nos alimentations ces produits. Alors, je connais bien la chaîne liée à l'élevage. Je sais que le dispositif évolue grandement vers la culture également. Donc, l'idée, c'est dès le départ d'intégrer la responsabilité des agriculteurs de l'élevage jusqu'à la consommation, ce qui fait que ça réduit les effets de méthane, la diffusion de méthane dans l'air. Ça permet d'avoir des animaux qui sont en particulier dont la viande, on va parler de viande ou de lait, est plus riche, plus qualitatif, et du coup ça évite de rajouter des tas de compléments, soit dans notre alimentation, soit dans la leur. Voilà, donc c'est un dispositif très durable, mais vraiment du tout début jusqu'à arriver à la consommation, et quelquefois même dans une consommation industrielle, on peut trouver des produits qui sont labellisés bleu blanc cœur, parce que dans toute la chaîne, le respect de la nature et du coup des vertus de cette nature dans notre alimentation a été respecté. Donc nous, on travaille sur des dispositifs qui permettent de faciliter pour les restaurateurs l'approvisionnement en produits bleu blanc cœur notamment. Voilà. Et puis, je vais revenir sur ce commerce de proximité. Nous, on a dans notre giron Up, et je n'en ai pas parlé tout à l'heure, certes des solutions de paiement, mais aussi une solution comme Les Habitués, qui permet là d'avoir, vous savez, la petite note, l'ardoise qu'on avait précédemment chez nos commerçants. Eh bien là, c'est une espèce de petite cagnotte qu'on met à disposition de notre commerçant préféré. Ça peut être notre boulanger, ça peut être notre fromager, ça peut être notre charcutier, voilà. Et ce commerçant, il adhère aux habitués. Et moi, quand j'y vais, j'ai plus qu'à lui dire tu mets ça sur mon compte et je m'en vais. Voilà, parce que c'est un dispositif qui est vraiment destiné à nous rendre fidèles, ou en tous les cas, puisqu'on est déjà fidèles, de disposer d'une facilité pour se simplifier la vie, que ce soit plus. On sait que le temps est important. On sait que lorsque l'on fait ses courses, on veut que ça aille vite, on veut passer chez son boulanger, chez son boucher, et ne pas perdre de temps. Et voilà, c'est aussi une relation de confiance avec le commerçant. Donc, les habitués, un dispositif vraiment assez innovant, enfin franchement innovant, dont on est très fiers. Merci Laurence. Hervé, vous avez mené une enquête sur les territoires et je voudrais que vous nous en parliez et que vous nous précisiez un peu quel était le périmètre de cette enquête, notamment, et les conclusions, les grandes conclusions que vous avez pu en tirer. Je vous laisse allumer votre micro pour cela. Merci. Oui, pour rebondir, oui, l'enquête montre, elle avait comme objectif de comprendre un peu comment les TPE, PME françaises imaginaient pouvoir rebondir après cette crise. D'abord, quel avait été l'impact de cette crise et comment rebondir. Alors l'impact, c'est négatif ou très négatif pour 3 TPE sur 4, TPE, PME. Une activité réduite pour 66% d'entre elles. Mais si on fait un zoom sur le secteur du commerce, on arrive à 82% des commerçants qui ont souffert d'une baisse d'activité. L'arrêt d'activité, c'était 18% qui ont complètement arrêté leur activité des TPE-PME et 33% dans le secteur du commerce. Et une crainte de faillite assez importante, puisque c'est 20% des TPE-PME françaises craignent la faillite suite à cet événement, et 25% dans le secteur du commerce. Donc on voit bien que le commerce est plus fragilisé, et d'autant plus qu'il a moins bénéficié des aides et des dispositifs qui ont été mis en place. On voit quand même aussi que les aides qui ont été mises en place par l'État, comme le chômage partiel, les reports des échéances fiscales, etc., ont été bien accueillis par les dirigeants d'entreprise et leur ont permis de résister à cette période. Et le plus surprenant, on va dire, c'est que pour les chefs d'entreprise, le rebond passera par l'adaptation aux transitions écologiques, donc avec des produits plus durables, mais pas seulement. Ce n'est pas seulement les produits, c'est complètement la transformation de leur entreprise qui doit être qui doit avoir que pour finalité d'être plus durable. Avec un outil qui fait évidemment consensus, c'est le numérique qui doit servir cette ambition, et
une échelle, c'est l'échelle territoriale qui a été vraiment reconnue par les dirigeants de TPE-PME comme la bonne échelle pour pouvoir mettre en œuvre ce rebond de l'activité. C'est là où va s'animer justement les échanges, comme Anne disait, le territoire de confiance. C'est le territoire de confiance. La confiance que des acteurs peuvent avoir les uns envers les autres ne s'invente pas, elle se construit dans le temps. Et le territoire, et elles sont plus de 60% à vouloir davantage s'engager dans la transition écologique, et notamment, et ça c'est aussi une transformation fondamentale, non seulement au sein de l'entreprise, mais avec les autres entreprises. Donc, elles sont très nombreuses à vouloir travailler sur des synergies interentreprises. Et donc, ça résonne beaucoup avec les démarches d'écologie industrielle territoriale qui sont mises en place sur plusieurs territoires aujourd'hui et qui ont parfois du mal à être mobilisatrices. Là, on a l'impression qu'on vient de passer un cap, c'est-à-dire que cette prise de distance par rapport à leur activité leur a permis de prendre de la hauteur et de se dire « je suis obligé de me transformer demain », de m'adapter aux grandes mutations des consommateurs. Les deux grandes mutations de consommation qui ont émergé, c'est des produits durables et le local, faire du local. Donc, même s'il y a un peu un soufflet qui retombe, je pense qu'il y a une aspiration profonde à la fois des Français et une compréhension profonde des dirigeants d'entreprise qu'il y a là un enjeu majeur dans les années à venir. Donc, c'est bien à l'échelle du territoire que des dispositifs peuvent être inventés pour permettre à ces entreprises de rebondir ensemble, collectivement, ce qui veut dire qu'on passe un tout petit peu, on est obligé de changer de paradigme, de passer d'une approche très compétitive à la coopération. On est également obligé de repenser l'échelle de temps. L'échelle d'entreprise est toujours un peu dans un temps court. Il va falloir lui apprendre à monter des projets collaboratifs dans un temps plus long, puisqu'il faut un certain nombre de prérequis, comme justement la confiance, comme des projets communs, des identifications, de mutualisation possibles entre les entreprises. Donc voilà, le territoire, donc le bassin d'emploi, est reconnu comme l'échelle pertinente d'intervention des pouvoirs publics pour soutenir nos entreprises. Alors pour nous qui sommes des acteurs du développement économique territorial, c'est plutôt réjouissant comme enseignement. Évidemment, on l'a mené avec beaucoup d'acteurs. Hein. On l'a mené déjà, c'est pour le compte du Bon Coin, qui est une entreprise engagée, responsable et qui voulait comprendre comment elle pouvait aider et venir en aide aux TPE-PME qui sont les principaux clients du Bon Coin. Et en partenariat aussi avec le groupe SOS, premier acteur d'innovation sociale. Donc, et au-delà de ces deux grands acteurs, il y a tout un ensemble de réseaux de TPE-PME qui sont mis dans la dynamique, le CJD, le réseau Entreprendre, l'IME, le MOUJ, Alizé, Auré. Donc, on a mobilisé tout un ensemble de réseaux d'acteurs, de têtes de réseau, pour pouvoir garantir d'avoir un nombre suffisant de réponses et être légitime dans les propos qu'on tiendrait. Donc voilà les grands enseignements. Ils nous confortent, nous, dans l'action et les actions qu'on mène, mais ils nous incitent encore davantage à faire un basculement, notamment à l'échelle des stratégies de développement économique local, d'un rôle de gestionnaire de foncier, d'opérateur immobilier, à un animateur du territoire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une bascule qui doit être effectuée. Nous, on essaye de sensibiliser les collectivités à ça, à cette bascule nécessaire. Elles sont par exemple 12% des entreprises à demander à être accompagnées sur les questions immobilières. Et elles sont 80% à demander à être mises en réseau. Donc, c'est-à-dire que c'est clair, si on les écoutait très clairement, on voit bien qu'il y a parfois une erreur, il y a une réorientation, en tout cas, imaginée, dans les stratégies menées par les collectivités territoriales. En plus, à ce propos, pardon. Je vous laisse. Non, et en plus, c'est assez sobre en termes de moyens humains. Voilà. Et justement, Anne, je vous laisse faire.
Je voulais rebondir, c'est pas la première fois en plus qu'il le dit, Hervé, sur cette idée de coopération et de concurrence. Tout à l'heure, il a dit au tout début que il travaillait pas sur les avantages comparatifs des territoires, mais plutôt sur leur singularité. Et ça, c'est quelque chose qui me semble assez intéressante, qui est que en travaillant beaucoup sur l'attractivité, je me suis aperçue qu'il y avait quand même un gros problème, qui était que l'attractivité, c'était quand même la mise en concurrence des territoires, et qu'à la fin, il y avait plein de perdants. En fait, ça veut dire que si on est en concurrence, il faut qu'il y en ait un qui gagne et qui pique un peu l'activité des autres. Et ça pose un problème, parce que ça, c'est pas du tout être résilient que de piquer l'activité aux autres, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut réfléchir, cette idée de coopération. Et puisqu'Hervé a parlé des entreprises et du temps long, c'est pareil. C'est à l'image des coopératives, je reprends mon exemple des coopératives d'artisans. Être en coopérative, ça permet aussi parfois de voir un peu plus loin. C'est pas non plus, ça leur permet pas de voir sur 10 ans non plus, mais ça permet d'amortir des choses, et c'est intéressant. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de concurrence contre la coopération et coopération contre la concurrence qu'il faut réfléchir. Comme tout à l'heure, on parlait par exemple de l'artificialisation des sols. Est-ce que c'est vraiment une concurrence du foncier entre le périurbain, celui qui veut s'installer, et puis le maraîcher? Est-ce que on peut pas trouver quelque chose qui les fait parler ensemble et qui va pouvoir faire qu'ils cohabitent, quoi? Voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'on part toujours dans cette idée de la concurrence plutôt que de la coopération. Donc, peut-être que là, il y a une réflexion à mener qui commence, hein, mais naturellement, on va vers la concurrence qui semble être un modèle dont on voit quand même toutes les limites. Et dans les échanges que vous avez, Hervé, Anne, mais même Laurence, on a tendance à mettre en silo les collectivités territoriales et les TPE, PME d'un autre côté et les citoyens de l'autre côté. Est-ce que vous sentez quand même des signaux faibles de liens qui se font, où on comprend qu'il faut vivre les uns avec les autres? Et ça rejoint, Anne, la question de moins de concurrence et plus de complémentarité. Laurence? Oui, j'avais très envie de réagir à ce que disait Anne à l'instant. Nous, on prône la réconciliation, ou en tous les cas le faire avec. Alors, bien sûr, on est une coopérative. Bien sûr, ça fait partie de notre ADN, mais dans nos activités au quotidien, et ce dont je vous ai parlé tout au long de cette fin d'après-midi, c'est vraiment le sujet de se dire comment est-ce qu'on... L'entreprise, elle a un rôle à jouer, effectivement, que ce soit par des avantages sociaux distribués, mais à une fin ciblée. La collectivité, on le voit bien, nous, ce sont nos clients aussi, les collectivités, et elles sont vraiment là, au plus proche de leurs concitoyens, pour répondre à leurs besoins. Et les concitoyens, ce sont à la fois des bénéficiaires, et ce sont aussi des entreprises ou des activités plus rurales. Enfin voilà. Donc on voit bien que nous, on a un peu le sentiment de respirer au cœur de cette conciliation. Je ne sais pas s'il faut réconcilier, mais en tous les cas, on est vraiment un acteur de cette rencontre-là. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. Il y a plein de choses à faire encore, mais c'est là vraiment, on l'a vu pendant le Covid. Enfin, vraiment, là pour le coup, l'aide sociale des citoyens par leur collectivité locale, elle a été vraiment présente. Et on voit bien que ça consiste l'objectif, c'est vraiment de renforcer le tissu local, de rassurer et de redonner à chacun les moyens de retrouver pied, de reprendre pied. Donc il y a plein d'espoir encore. Est-ce que vous voyez des signaux faibles positifs et de solutions, Hervé et Anne, sur ces sujets-là? Donc, avec des complémentarités, effectivement, entre ces trois profils que sont les collectivités territoriales, les TPE, PME et les citoyens dans chacune des enquêtes que vous avez faites. Allez-y, Anne. Oui, je pense qu'il y en a dans le sens où je pense que c'est pas tout à fait nouveau, mais on a des responsables politiques au niveau local qui comprennent bien l'importance de ces TPE, PME sur le dynamisme de leur territoire, et qui reviennent un peu aussi de attirer des grosses entreprises qui finalement vont peut-être pas rester ou vont pas avoir l'impact espéré sur le territoire. Donc je pense que et puis
Je pense que donc déjà il y a ça. Et il y a autre chose qui est, Hervé parlait tout à l'heure en présentation un petit peu de ses projets où il dit que quand il dessine un projet sur un territoire, il va impliquer la population et les acteurs. Et je crois qu'on est de plus en plus là-dedans quand même, à essayer d'écouter vraiment les besoins qui sont propres aux entreprises du territoire et de vraiment faire du participatif avec toutes les limites que ça a, etc. Mais je pense qu'il y a cette volonté d'écouter déjà ceux qui sont là avant de commencer à se dire si j'allais construire ça avec des acteurs que je veux faire venir de par là-bas, etc. Voilà, donc je ne sais pas si, je vais laisser compléter Hervé. Voilà. Non, mais je confirme ce que dit Anne. Non seulement l'analyse des marchés qui sortent des cahiers des charges des marchés publics, il y a toujours un volet concertation, c'est-à-dire que l'élu a compris qu'aujourd'hui, son rôle était d'être cet animateur, ce noyau de la roue qui anime un écosystème complexe avec une multiplicité d'acteurs, une multiplicité d'attentes différentes, mais que par le dialogue, on peut, et en balisant, on va dire, la projection et en utilisant la prospective aussi, on arrive à trouver des points de consensus entre des acteurs qui jusque-là ne se parlaient pas et ainsi construire un récit, une projection du territoire qui fait sens commun. Et à partir de ce sens, une fois qu'on a défini ce qu'on voulait être à 20, 25 ans, il suffit après de redescendre en retrouvant une marche à gravir pour atteindre cet objectif. Et je pense que cette méthode qui aujourd'hui fait assez consensus et assez reconnue par les élus comme efficiente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit en matière de stratégie de développement économique quand même la volonté assez régulière des élus de faire de l'attractivité, du marketing territorial, etc. Donc, il y a quand même toujours une première phase de déconstruction de cette volonté d'être en compétition avec la ville voisine, en disant, au lieu d'essayer d'attirer l'entreprise industrielle sur votre territoire à coup d'aide, à coup de subventions, qu'est-ce que vous pouvez faire émerger sur votre territoire? Comment vous pouvez impliquer vos acteurs, faire de l'innovation territoriale, etc. Et le développement de tous les incubateurs, pépinières, hôtels d'entreprise, de l'entrepreneuriat dans les collectivités montre qu'il y a une prise de conscience de la dynamique à faire émerger sur les territoires. L'autre point qui est assez positif et assez encourageant, c'est le développement des tiers-lieux. Alors derrière, on y met un peu tout et n'importe quoi. Chacun a sa perception de ce qu'est un tiers-lieu. On ne pourrait pas rentrer. C'est quoi votre définition à vous, Hervé, du tiers-lieu? Moi, j'en ai une. Mais vous allez me dire vous avez une précise. Je vous laisse non, une précise. En tout cas, la mienne. La mienne. Non, mais en tout cas, on dit souvent que ce n'est pas le lieu de travail ni le lieu d'habitation. C'est un troisième espace. Mais en fait, c'est pas non plus. Ça peut être tout, en fait. Plutôt que pas ça ou pas ça. On peut se dire que c'est un lieu qui réunit, qui hybride, qui permet justement de créer des fertilisations entre des acteurs. Alors, quand le tiers-lieu, il y a beaucoup d'études de programmation de tiers-lieu qui sont lancées, quand elles permettent justement de créer un espace qui permet à chacun de se l'approprier, ça devient un vrai tiers-lieu intéressant, ça devient ce lieu de fertilisation. Il y a par exemple le groupe SOS qui porte l'initiative 1000 cafés, qui au final, derrière la question, donc 1000 cafés dans des petites villes françaises, qui derrière de 3500 habitants, qui derrière ces cafés-là vont en fait travailler le lien social et la rencontre entre les individus au-delà du simple espace pour boire un verre. Et c'est ces lieux-là qui doivent être, qui sont aussi des signaux faibles d'une volonté aujourd'hui des élus de recréer du lien social au cœur de leur ville. Et je dirais un autre, pardon. Oui, non. Je ne veux pas vous brider, Hervé. D'accord. Et je dirais un autre point, parce que je devais aussi parler, c'est pour ça que vous m'aviez proposé de venir intervenir, de Mon Centre-Ville, un incroyable commerce qui est un dispositif qui résonne complètement avec tout ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire et qui prend là de l'envol avec la crise, c'est-à-dire que la crise que les commerçants ont connue. C'est un marathon créatif. Mon centre-ville, c'est mobiliser l'ensemble des acteurs d'un territoire qui le souhaitent autour de porteurs de projets de commerce
pour essayer de les challenger et d'améliorer et d'encapaciter ces acteurs pendant 36 heures. C'est un accélérateur de projet, programme d'accélération de projet, avec des outils un peu très précis, d'un protocole d'animation précis. Et ça, on voit bien que nous, on l'avait construit pour les porteurs de projets commerce. Et aujourd'hui, les collectivités nous demandent de l'élargir à tous les commerçants qui connaissent des difficultés pour qu'ils réinterrogent complètement leur manière de faire leur travail, en intégrant toutes les mutations, toutes les évolutions des modes de consommation, toutes les attentes nouvelles des consommateurs, en intégrant le numérique, qui ne doit pas être opposé complètement à la question du commerce de proximité. Il peut être complémentaire, il peut être un outil au service de ces commerces s'il est bien utilisé. Donc, et ça, ce que je remarque et ce que j'observe, c'est la facilité avec laquelle on peut mobiliser sur les territoires des gens qui bénévolement viennent aider des porteurs de projets, parce que c'est le vendredi et le samedi. Donc le vendredi, ils sont payés, c'est des salariés, mais le samedi, le spécialiste de la chambre de commerce, de la boutique de gestion, de l'initiative, de toutes les structures reviennent, continuent à venir sur leur temps personnel pour vivre cette aventure entrepreneuriale, accompagner l'aventure entrepreneuriale. Et après, toute la difficulté et l'enjeu est de maintenir cette dynamique dans le temps et donc de créer des temps où on revient voir les porteurs de projets, voir où ils en sont, recréer cette dynamique. Mais enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais ce que je constate, c'est l'implication de tous au bénéfice du territoire. Il y a une envie commune. Et ça, c'est très réconfortant. Et j'entends, en tout cas, de chacune de vos interventions, effectivement, cette volonté de recréer du lien humain. Je voudrais, Anne, que vous ajoutiez juste un petit point de revenir un peu sur l'organisation de l'espace urbain. Parce que je pense qu'aussi, il y a la nécessité d'avoir une infrastructure d'accueil, en tout cas une urbanisation adéquate pour redynamiser justement ces territoires-là. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques solutions ou en tout cas quelques observations sur cette thématique? Encore une fois, les solutions, elles vont être propres à chaque ville et puis en fonction de qui est la ville, qui est le territoire. Est-ce que je suis dans une ville étudiante, une ville touristique? Est-ce que je suis dans une ville industrielle, etc. Mais en fait, peut-être que ce qui est plus parlant, c'est que je vais vous parler d'un exemple qui est celui de Medellín en Colombie. Donc Medellín, c'était dans les années 80-90 la ville la plus dangereuse du monde. Voilà, c'était la ville de Pablo Escobar notamment, mais avec beaucoup de criminalité, etc. Et donc des quartiers de Medellín complètement où on pouvait vraiment pas rentrer, hein, etc. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et il y avait encore une fois une forte criminalité qui a fait que tout le monde dans sa famille avait quelqu'un qui avait été enlevé, etc. Un vrai traumatisme et plus personne se parlait. Enfin bon, c'était très compliqué. Et puis au bout d'un moment, bon, je vais pas faire tout l'historique, mais les gens en ont eu marre. Et puis Pablo Escobar est mort et tout ça, donc nouvelle dynamique. Et donc le nouveau maire en place, ce qu'il a pensé justement, c'était donner un gros coup de poing sur on va désenclaver en fait toutes ces cités et on va tout réorganiser l'espace urbain. Et donc, c'était l'une des premières choses. Bon, en l'occurrence, Medellín, c'est une ville avec des collines, etc. Donc, vous avez peut-être déjà vu cette image des télécaps, c'est comme des téléphériques un petit peu qui descendent des cités. Et donc, pour recréer du lien, ce qui a été fait, c'était, parce que bon, c'était un peu loin du centre-ville quand même, donc à mi-chemin entre ces quartiers et puis le centre-ville, on a créé des espaces de services publics avec bibliothèque, un gymnase, par exemple, pour que il y ait un premier lieu de rencontre qui soit hors de la cité. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est que donc il a fait cette organisation de l'espace a fait se rencontrer les gens, désenclaver certains quartiers. Et ce qui était important, c'était de pouvoir aussi de créer des événements, une organisation qui faisait que même il y a le festival de la poésie, par exemple, qui est très connu, où les gens pouvaient exprimer un petit peu, c'est un peu comme une catharsis, pouvoir exprimer tous les ressentis, le traumatisme, et ça
vraiment, vraiment très, très bien marché pour recréer un peu du dialogue entre des personnes qui vivaient dans une violence extrême. Et ils ont notamment des résultats vraiment spectaculaires avec un résultat notamment très visible sur le taux de participation au vote. Donc des personnes qui ne se déplaçaient pas au dehors de leur quartier qui maintenant se déplacent pour voter, une criminalité qui a chuté et une ville qui a été élue il y a quelques années, je crois par le Washington Post ou New York Times, je sais pas, mais la ville la plus innovante du monde, devant New York. Voilà. Et donc, il y a eu des résultats spectaculaires et qui sont vraiment liés à comment, d'un coup, on a décidé de réorganiser l'espace urbain. Donc là, on est dans des problématiques, nous, un petit peu différentes, mais qui sont comment on fait que dans l'expérience de vie de mon habitant du territoire, il va aussi rencontrer, il va rencontrer les restaurateurs, on en parlait tout à l'heure, mais il va aussi rencontrer des producteurs locaux qui ne sont pas que alimentaires. Et comment je fais pour que ce soit facile de venir dans ce centre-ville, pour que ce soit facile de rencontrer les commerçants de proximité, pour que ce soit aussi facile que d'aller dans un centre commercial qui va être peut-être plus près de chez moi et où je peux tout avoir. En fait, il faut pouvoir provoquer ça. Et si c'est pas facile, ça va avoir du mal à se faire en fait sur une simple volonté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous savez, au Mouvement Up, nous, on est là pour inspirer les gens et vous, je le sens dans vos 3 interventions que vous êtes là pour accompagner, pour sensibiliser sur une thématique. Et moi, j'ai une question qui me taraude continuellement sur ces sujets-là d'enjeux territoriaux pour sortir de cette diversification, c'est la question du temps long. Comment on explique aux gens, en fait, que les opérations qui sont les programmes, qu'ils soient tant privés que publics, toutes les démarches que vous mettez en place et toutes les enquêtes que vous mettez ne peuvent pas changer du jour au lendemain les effets. Comment est-ce qu'on sensibilise les gens et comment est-ce qu'on fait comprendre en fait qu'il faut nécessairement ce temps incompressible pour créer le maillage et créer la dynamique? Est-ce que vous avez des approches ou est-ce que vous avez des explications que vous savez donner aux gens là-dessus? Moi, c'est ce qui me manque justement dans cet argumentaire-là de recréer du lien sur les territoires. Hervé, est-ce que vous avez une réponse à ça? Laurence, Anne, je vous laisse dégainer en premier. Après, je pense qu'il y a les deux en fait. Il y a des choses qui demandent du temps long et c'est possible de le comprendre. Après, il peut y avoir des marqueurs. Et puis alors là, après le Covid, c'est un peu difficile aussi de dire ah bah non, tout demande du temps parce qu'on a bien vu qu'on pouvait aussi changer des choses assez rapidement. Donc ça dépend de la volonté aussi. Bien sûr, quand on construit 3 lignes de tramway, ça prend un peu de temps et je pense que ça peut se comprendre. Mais ça dépend. Après, je vous reprends l'exemple de Medellín. En fait, le maire, il s'est enfermé 3 mois et puis après, il a lancé des grands travaux. Enfin, ça dépend. Après, il y a des choses qui se font sur le temps long et que ça marche plutôt bien. C'est vrai qu'on en avait parlé sur des villes, sur des territoires. Et c'est normal parce que quand on veut réfléchir à ces singularités, les mettre en valeur, mettre tout le monde autour de la table, ça prend du temps. Mais il y a aussi des choses qui peuvent aller vite ou au moins être des marqueurs qui font qu'on n'est pas frustré. Voilà. Hervé, ouais. Laurence? Oui, alors oui, évidemment. Vraiment, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Anne, parce que je n'ai pas tellement mieux à dire que le fait qu'il… Déjà, pour se mettre d'accord politiquement, c'est bien de s'inscrire dans le temps long. C'est-à-dire que c'est bien de se projeter dans le temps long, en tout cas. Et la prospective le permet. Si on raisonne à 25 ans, on n'est plus dans un enjeu politique de la prochaine élection. Et donc, au final, les différences s'amenuisent et l'intérêt commun réémerge. Donc, déjà, c'est un premier point, c'est que en les faisant réfléchir à long terme, en réfléchissant collectivement à long terme, on se démarque des enjeux politiques et en plus, on accepte ce temps long. Mais il y a aussi plein de mouvements parallèles. On parle, par exemple, là, avec le Covid, il y a eu des pistes de cyclables qui ont été faites à Paris. C'est l'urbanisme tactile ou transitoire, ou éphémère. Il y a beaucoup de lieux aujourd'hui qui émergent un peu partout, qui expérimentent, qui deviennent des réels démonstrateurs de solutions de la ville et qui peuvent, comme ça, raconter, mettre en récit la transformation progressive du territoire
et ne pas attendre que la piste de cycliste soit bien bétonnée, etc., pour déjà commencer à l'imaginer, déjà essayer de la projeter avec peu de moyens. Et donc là, je trouve qu'il y a aussi une méthode qui émerge, qui est assez récente, etc., et qui est en train d'être développée un peu partout pour montrer à voir et surtout pour, d'une manière sobre, tester des solutions avec les usagers avant d'investir massivement. Parce qu'en fait, la question, ce n'est pas le temps long, la question, c'est l'intérêt de l'investissement public. Il y a donc l'urbanisme transitoire qui est une forme de réponse. Il y a aussi la question de l'intensification des usages. C'est-à-dire qu'on travaille là-dessus aussi sur des villes où des associations vont demander, par exemple, pour prendre un exemple, avoir accès à un équipement, un gymnase, et donc ils vont vouloir faire à l'extérieur de la ville un grand gymnase, etc. Observons d'abord l'ensemble des ressources, un territoire de ressources. Il y a énormément de ressources sur un territoire. Donc, prenons le temps d'auditer les besoins des usagers. Regardons les ressources que le territoire a proposées. Donc, par exemple, si je file l'exemple du gymnase, il y a parfois des collèges ou des écoles qui ont des gymnases qui ne sont utilisés que de 9h à 17h30 en journée, et pas le soir ni le week-end, qui sont justement les horaires où des associations de salariés ou de gens qui travaillent en auraient besoin. Donc là, il y a donc une mini-gouvernance, une mini-gestion de projets à mettre en place pour éviter d'avoir à construire un équipement supplémentaire très, très dispendieux des finances publiques et intensifier l'usage d'un équipement existant. Donc, et ça, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'on peut accélérer la transformation de la ville. C'est-à-dire que oui, il y a des projets qui vont mettre du temps, mais il y a des choses qu'on peut transformer rapidement et montrer que les élus font les choses rapidement. Et quick win, un peu. Laurence, pour compléter, votre observation au sein du groupe UP de l'installation dans le temps long, justement, est-ce que vous en avez tiré des conclusions, des premières conclusions? Alors, je ne sais pas si on en tire des conclusions, certainement un peu, mais surtout on observe. Effectivement, Hervé vient de le dire, le temps est long quand on veut agir sur des grosses infrastructures, voilà, mais en même temps, on voit bien qu'il y a ce temps d'observation. Je crois que nous, on croit beaucoup en la liberté d'action de nos bénéficiaires, hein. Chacun peut faire ce qu'il veut. Par contre, on a très certainement un rôle de pédagogie, d'accompagnement, de sensibilisation. On a vu là, c'est un super message d'espoir, que les comportements avaient changé et pouvaient changer durablement, avec certainement des petits retours en arrière, des tâtonnements, mais on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience et une envie de consommer autrement, que nous pouvons, le groupe UP, société coopérative, enfin voilà, avec nos valeurs, on peut accompagner nos clients, on peut accompagner leurs bénéficiaires, collectivités ou entreprises. Vous parliez beaucoup des TPE-PME, elles sont très, très, très friandes aussi de nos solutions. Donc, on peut, nous, au cœur d'un dispositif et de ce système-là, faire de la pédagogie, de l'accompagnement, de la sensibilisation, et puis proposer aussi des solutions de consommation alternatives. C'est aussi probablement un peu notre rôle. Alors là, c'est peut-être, ça s'échelonnera aussi dans le temps. Il y a des choses qu'on peut déjà faire. C'est vrai que quand on est partenaire des libraires, des 3500 libraires de proximité, on incite vraiment à ce retour à la librairie plutôt que d'aller dans d'autres dispositifs, hein, voilà. Mais voilà, je pense qu'on a, en tous les cas, on a cette conviction, ça fait partie de notre ADN, qu'on peut agir sur les comportements, sensibiliser. Ça prend du temps. On ira doucement, mais avec détermination, dans l'accompagnement de nos parties prenantes. Je finirai cette conférence parce qu'on est dans une notion de temps là aussi. Est-ce que vous auriez une actu, un rendez-vous où on puisse un jour vous retrouver avant la fin de l'année ? Moi, je commence, si vous voulez, comme ça vous laisse le temps de réfléchir à votre point d'actu. Sachez qu'on sort la semaine prochaine le mouvement UP 3, donc magazine papier, 148 pages de solutions, et on a réfléchi sur les thématiques de territoire parce qu'on est allé réfléchir sur la question du Made in France. On est allé aussi réfléchir sur toute l'expertise et l'excellence de l'art à la française, et notamment on est allé à la rencontre des compagnons du devoir avec des profils qui sont extraordinaires et des expertises qui sont extraordinaires. Et on a réfléchi tout un dossier sur l'autonomie. On est allé réfléchir sur
comment est-ce que la France, à la sortie du confinement, il y avait un deuxième mot en plus effectivement, de plus de liens et plus de solidarité, il y avait aussi la question de l'autonomie sur le territoire français. Et donc, on est allé réfléchir l'autonomie de la France, mais aussi des plus petites échelles. Et notamment, on est allé à la rencontre de personnes qui ont créé des éco-villages qui sont absolument incroyables. Et je les ai en conférence mercredi matin. On prend un café ensemble de 9h à 9h30, sortie du magazine la semaine prochaine. Et vous, où est-ce que je vous retrouve? Laurence, est-ce que vous avez une actualité ou quelque chose que vous souhaiteriez partager à notre communauté pour cette fin d'année? Bon, d'abord, Macha, vous nous mettez l'eau à la bouche. Là, vous avez des matinées bien sympathiques. Ah ben, bien sûr. Écoutez, nous, on est en train je vous ai rapidement dit tout à l'heure qu'on était vraiment dans le travail et ça va pas tarder à sortir de la facilitation, notamment des restaurateurs pour un approvisionnement plus local, plus responsable pour tous ceux qui sont intéressés par cela. Et puis, on sera également au rendez-vous du Salon Pro Durable au mois de septembre et notamment le 8 septembre avec notre président qui prendra la parole. Donc, l'aventure continue. Voilà. Anne. Alors moi, je vais vous parler d'un festival au sein duquel j'interviendrai qui s'appelle les Pluies de Juillet. C'est en Normandie, à Villers-Évêque. Et c'est un groupe de jeunes qui organisent ça. Et vraiment, ils se sont démenés pour obtenir les autorisations pour maintenir le festival en présentiel, ce qu'ils ont obtenu. Donc, c'est un festival d'art, de musique avec vraiment, c'est une programmation assez incroyable, la Grande Sophie, San Severino, etc. Et donc, leur principe, c'est de faire conférences plus concerts avec des balades urbaines, etc. Donc, moi, j'interviendrai sur le thème de penser la décroissance et l'autre thème dont on parle beaucoup, qui est celui des relocalisations. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est 25 et 26 juillet, les Pluies de Juillet. On mettra toutes les informations sur notre page Facebook. Hervé? Oui, parce que je suis intéressé par éventuellement y aller. Alors, les Pluies de Juillet, ça sera posté sur notre… Ok, super. Très bien. On fait notre job, on est des médias. Hein, ouais, c'est bon. Non, pour vous dire, demain, il y aura la publication des résultats un peu plus précis, un peu plus détaillés que ce que je vous ai donné, et notamment les préconisations qu'on a pensées avec l'ensemble des têtes de réseau dont je vous ai parlé, l'enquête TPE-PME, la parole de TPE-PME. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que les TPE-PME attendent de l'après-crise, et ce sera demain en ligne sur le site d'Auxilia, sur le site du Bon Coin, sur le site du groupe SOS. Il y aura des tweets aussi. Le 15 juillet, pour ceux qui seraient intéressés par redynamiser le commerce dans leur ville, nous lançons l'appel à candidature pour l'édition 2020-2021 des Mon Centre-Ville et un incroyable commerce, donc des marathons créatifs dont je parlais tout à l'heure. Vu qu'on va pouvoir en faire une vingtaine cette année, donc on va sillonner la France pour aller redynamiser nos centres-villes avec tous les acteurs. Donc on va à peu près accompagner 300 projets et mobiliser à peu près 1000 personnes, donc 1200 personnes. Donc ça va être un beau tour de France qui nous attend. Ça va être un temps fort. Merci à vous trois d'avoir participé à cette conférence. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h, même endroit, parce que j'ai le plaisir et l'honneur d'interroger l'Institut Jane Goodall. On va réfléchir la biodiversité et le lien entre l'humain et l'animal, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Merci à vous. Merci Laurence, Anne et Hervé pour avoir réfléchi et avoir été transparent sur cette question territoriale. Je pense qu'on repart avec plein de solutions. Je vous dis à très vite. Salut. Salut.